j'accueille le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Bonsoir. Bonsoir Damien. Et face à vous, Alexandre Melny, professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate russe. Bonsoir à vous. Bonsoir Damien. Alors, l'histoire des sous-marins nucléaires américains, on en reparle ce soir, parce que deuxième couche de Donald Trump, écoutez à sa descente d'hélicoptère. Est-ce que ces sous-marins nucléaires sont déjà déployés pour affronter la Russie ? Oui, ils sont dans la région, là où ils doivent être. Voilà, on n'en saura pas tellement plus. Pour une fois, le Kremlin a réagi par Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, apparatchik des apparatchiks. Écoutez ce qu'il raconte. Il est évident que les sous-marins américains sont déjà en service de combat, c'est la procédure standard. Mais en général, nous préférons ne pas nous engager dans de tels débats, ni faire de commentaires à ce sujet. Nous sommes extrêmement prudents dans nos déclarations concernant les questions nucléaires. Comme vous le savez, la Russie maintient une position responsable. Général Patrick Dutartre, j'allais dire ça ne manque pas de sel, alors que dans ce conflit, tous les 15 jours, les Russes remettaient une couche sur le nucléaire. Là, il dit on est responsable, faut prendre ça au sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est une comédie? C'est quoi? Non, alors déjà, Dmitri Peskov, là pour une fois, je le suis complètement, il est relativement sérieux. C'est pas lui qui fait les annonces nucléaires. Celui qui fait des annonces nucléaires à corps et à cri, c'est Dmitri Medvedev. Et donc, et lui, il est quelque part, il a été repris, et peut-être que ça justifie la réponse étonnante du président Trump. Parce que de mémoire, je passe sous contrôle de Alexandre, mais ça fait plus de 50 ans que j'ai pas entendu un président des États-Unis dire attention, on a mis 2 sous-marins nucléaires sur zone. En fait, comme pour la France, il y a une permanence de la dissuasion nucléaire. Donc, il faut savoir que les Américains ont à peu près 74, plus de 70 sous-marins nucléaires. Certains SNLE, c'est-à-dire 14 SNLE, ouais. Voilà, 14 SNLE, nous on en a 4. Et puis, ils ont 55 sous-marins nucléaires d'attaque. Alors, lesquels ont été déployés? Il y a également 4 sous-marins anciens SNLE qui maintenant sont des lanceurs. Vous êtes en train de nous dire, de toute façon, il y en a sans doute plus que 2. Ah mais complètement, en permanence, bien sûr, il y a beaucoup plus que ça en permanence à la mer, donc ne serait-ce que pour la posture de la dissuasion nucléaire et éventuellement pour être capable de tirer les fameux Tomahawk, vous savez, qui ont 2000-2500 km de portée, ces missiles de croisière qui ont été beaucoup utilisés par les États-Unis. Donc, et ça fait peur à Peskov, ça? C'est pour ça qu'il réagit comme ça? Non, disons que ce qui est inhabituel, c'est la déclaration de Trump. Qu'un président des États-Unis dise on va déployer 2 sous-marins sur zone. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que c'est 2 sous-marins de plus? Est-ce que c'est 2 sous-marins qui sont capables de tirer, je crois, il y a 4 d'entre eux, plus de 200 Tomahawk, qu'on mettrait dans la zone? C'est normal qu'il y ait un flou artistique, mais c'est vrai que entre guillemets, cette escalade verbale est peu commune. Comment vous jugez la réaction du porte-parole du Kremlin là-dessus? Justement, vous avez remarqué que c'est pas Poutine qui parle, c'est son porte-parole, donc son lieutenant. Parce que Poutine, il se mure toujours dans cette espèce de silence, je dirais, impérial. Je dirais aussi une sorte de silence presque méprisant par rapport aux déclarations de Donald Trump. Enfin, le but pour moi est tout à fait clair. C'est montrer que Trump, il s'agite, donc il n'est pas responsable. C'est un coq, il fait le coq, enfin le coq bat de l'aile quand même. Parce que moi, Poutine, je reste très calme. Vous vous souvenez peut-être de l'expression de François Mitterrand, la force tranquille. Force tranquille, oui. Et voilà. je ne réponds jamais directement à Trump. Je ne réponds jamais à ce genre de menaces, mais, excusez-moi de vous dire, c'est le pétale qui se moque de la charité. Parce que c'est lui, Poutine, qui avait déjà brandi plusieurs fois le gourdin nucléaire. C'est lui, ses lieutenants, ses propagandistes, combien de fois ils ont calculé les secondes ou les minutes, je ne me rappelle plus, qui séparaient Paris ou Londres des frappes russes.
Et aussi, il faut rappeler peut-être le fait important, c'est que Poutine avait changé en septembre 2024, après l'attaque des Ukrainiens dans la région de Koursk et la menace de Biden d'accroître l'aide militaire avec des missiles à longue portée, il a changé sa doctrine nucléaire. C'est-à-dire, il a fait baisser le seuil d'emploi de l'arme nucléaire. Et il a même proposé justement de placer la Biélorussie, c'est-à-dire pays qui devrait être en principe neutre, vassalisé, mais neutre d'après la loi internationale, enfin qui n'existe plus. Et bien donc il a placé sous le parapluie nucléaire protection russe. Donc c'est-à-dire évidemment c'est le pétale qui se moque de la charrette. Et rapprocher les missiles de l'Ouest, de l'Europe, via la Biélorussie. Et aussi utiliser la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'attaque d'un pays qui n'est pas nucléaire. C'était ça aussi la différence, mais qui est soutenu par la puissance nucléaire. Donc clairement, c'est l'Ukraine. Bon, alors en attendant, l'émissaire spécial de Donald Trump qui devait arriver hier au Kremlin, eh bien ce sera Steve Witkoff, donc pour mercredi, voire jeudi, a dit Donald Trump. Le Kremlin l'attend de pied ferme. Écoutez. Nous n'excluons pas la possibilité d'une telle rencontre entre le président Poutine et l'envoyé américain Steve Witkoff. Le dialogue se poursuit. Les États-Unis poursuivent leurs efforts de médiation afin de trouver des solutions pour parvenir à un règlement en Ukraine. Ces efforts sont très importants, notamment dans le contexte des négociations directes en cours entre la Russie et l'Ukraine. Le travail se poursuit. Nous sommes toujours ravis d'accueillir M. Witkoff à Moscou et nous sommes toujours ravis d'avoir des contacts avec M. Witkoff. Nous les considérons comme importants, substantiels et très utiles. Bon, alors ils sont ravis, ils l'attendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que peut obtenir l'envoyé de Trump? Rien, parce que tout simplement, d'ailleurs lui-même, il se considère comme un diplomate du dimanche, c'est-à-dire amateur. C'est-à-dire, il est plutôt spécialiste des transactions immobilières. Il ne connaît pas la Russie, il ne connaît pas l'Ukraine, il ne connaît pas vraiment la géopolitique. Et évidemment, il ne peut rien obtenir, tout simplement parce que c'est un petit télégraphiste de Trump qui va plaider pour le prix Nobel de la paix. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que Trump obsédé, il y a des obsessions pour lui, et donc obsédé par obtenir ce prix Nobel de la paix, et Witkoff sera baladé, évidemment. Baladé d'abord par l'entourage de Poutine, à commencer peut-être par Kirill Dmitriev, qui sont, si vous voulez, alter ego là-bas, c'est-à-dire commerçant, qui fait partie de l'entourage proche aujourd'hui de Poutine. En tout cas, vous, ancien diplomate russe, vous ne le prenez pas au sérieux? Non, en fait, c'est une pièce de théâtre qui va se jouer, on dirait à mauvais vaudeville, et qui pourrait être même presque ridicule s'il ne se jouait pas sur fond de vraie tragédie. Et la vraie tragédie, c'est le massacre qui continue en Ukraine. Donc, c'est-à-dire, ce sont des acteurs qui continuent à jouer la pièce tout en sachant qu'ils ne peuvent rien obtenir, et finalement, c'est le permis de tuer délivré par Donald Trump donc en ce qui concerne le peuple ukrainien qui souffre. Alors vous le dites bien, un mauvais vaudeville, mais qui s'internationalise, parce que de quoi on parle? On parle de nouvelles sanctions, dites sanctions secondaires, notamment sur l'Inde, qui achète du pétrole russe en quantité. Regardez ce que dit encore une fois Donald Trump. L'Inde achète non seulement des quantités massives, mais revend ensuite et réalise d'importants profits. Il est excédé, Donald Trump, par ça. Peu importe les personnes tuées en Ukraine pour l'Inde, c'est pourquoi je vais augmenter substantiellement les droits de douane payés par l'Inde aux États-Unis. Ça paraît quand même être je sais pas, le caillou dans la chaussure là pour Poutine. Si sa manne pétrolière est arrêtée, il va quand même être bien embêté. Mais il a déjà appris à contourner les sanctions. Donc, il y est toujours... Oui, mais là, si l'Inde se prend, au lieu de 25% de droits de douane, 45, 55, ça va poser problème. L'Inde vient de confirmer qu'ils ne vont pas arrêter les importations de pétrole russe. Ouais. Et je crois, pour reprendre cette fameuse expression de Donald Trump, en m'adressant à lui, qu'il n'a pas vraiment de carte à main.
avec l'Inde aujourd'hui. Parce que les droits de douane. Augmenter les droits de douane. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que effectivement, il y a les droits de douane. Et ça embête quand même. Il y a un acteur qui parle pas trop. C'est quand même la Chine. Hein. C'est elle qui importe beaucoup. Le plus. Beaucoup plus, mais pour son propre intérêt, alors que l'Inde, elle importe et puis une partie, elle réexporte. Donc, effectivement, il y a ça. Il y a les droits de douane. Il y a des taxes bancaires, vous savez, comme certaines de nos banques internationales, comme les banques françaises aussi, à un moment, ont été soumises par les États-Unis sous prétexte qu'on utilisait le dollar. Là, il y a des choses qui sont possibles. Il y a surtout la flotte fantôme russe. Voilà. Moi, je pense que vraiment, c'est un sujet en international qu'on n'aborde pas assez. Vous avez vu, je vous ai montré en même temps ce soir le ministre des Affaires étrangères indien qui dit c'est inacceptable tout ça, et on va continuer évidemment à acheter du pétrole russe. Mais forcément, c'est un pays souverain et on comprend. Personne n'a envie de se faire entendre. Écoute, je t'interdis de faire ça, même si les Américains sont coutumiers du fait. Mais je pense que voilà, la flotte fantôme pourrait être vraiment interceptée. Et ça, c'est vraiment un coup direct aux exportations. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que d'abord, on n'a pas le droit. Ouais. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de droit international, mais les Européens et les Occidentaux, on respecte un certain droit. Donc il y a liberté sur les mers, à partir du moment où la personne a un pavillon. Alors il y aurait des sanctions. Parce qu'ils sont sous pavillon de complaisance. Mais il y a de tout. Il y en a sous pavillon russe, il y en a sous pavillon de complaisance. Il y en a certains qui sont interdits, mais de très petit nombre de ports occidentaux. Mais si on les connaît tous... Parce qu'il en passe des dizaines sur la Manche, devant nos côtes. Je crois qu'il y en a 550 qui sont... ou 525 qui sont répertoriés, on les connaît tous en fait, et donc il suffirait de dire ok c'est là, maintenant ils ne naviguent plus. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on fait ? On les arraisonne ? On les arraisonne tout simplement, on prend le carburant et puis cela. Ça s'était passé devant les côtes norvégiennes, je crois. Alors oui, mais les côtes norvégiennes, il y en avait eu un ou deux parce que ils avaient l'un d'entre eux avait laissé traîner son ancre et donc avait coupé les câbles sous-marins. Oui, un câble sous-marin, un câble. Mais alors pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas, c'est de l'hypocrisie, c'est manque de volonté politique. Manque de volonté politique. Après, il y a une volonté militaire, mais les militaires feront ce qu'on leur dira de faire. Ils sont parfaitement capables de le faire. Et puis, un certain respect encore du droit international. De quel droit ? On arraisonne ces bateaux. Mais comme il n'y a plus de droit international vis-à-vis des plus forts, comme Poutine et d'autres, Mais vous voyez la marine nationale française devant Brest à raisonner des pétroliers fantômes ? Oui, ce n'est pas un problème technique. Nos amis marins sont parfaitement capables de le faire et ils n'ont pas besoin d'attendre Brest. D'ailleurs, ils peuvent le faire en mer Adriatique. Je rappelle que pas l'Adriatique, la mer Baltique, pardon. Maintenant, c'est quasiment une mer otanienne, donc il y a des détroits pour sortir. C'est assez facile de les arraisonner. Non, il n'y a pas la volonté politique, tout simplement, parce que et quelque part, c'est aussi à mettre du côté des Occidentaux. On respecte encore un certain droit international, mais lorsque vous avez des gens en face de vous qui ne respectent rien, la question se pose. Mais comme je disais, général Dutartre, et effectivement, c'est une question de volonté politique. Parce que techniquement, militairement, je suis persuadé que c'est tout à fait possible. Et ça a été déjà fait, d'ailleurs, parce qu'on avait déjà raisonné, etc. Le problème est ce que nous sommes toujours dans une sorte de politiquement et juridiquement correct. C'est-à-dire, on respecte les règles de la loi. Alors qu'en face, nous avons un prédateur qui balaye tout, qui ne respecte jamais rien. On fait quoi dans ces conditions-là ? On s'accroche toujours à nos principes, si jamais ces principes ne fonctionnent plus, et en plus, ça nous rend très vulnérables face à ce prédateur, donc qui fonce. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment de la nécessité, de l'impératif de changer de logiciel mental, et donc de refonder finalement pratiquement tout le paradigme de fonctionnement de l'Occident, si j'ose dire, de la loi aussi. Parce que, évidemment, ce qui se passe actuellement, c'est impardonnable, c'est impossible. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné ce massacre-là. Parce que cette guerre se déroule chez nous, en Europe. C'est pas du tout une guerre lointaine, c'est notre guerre. Donc il faut réveiller les consciences. Il faut aussi que les politiques prennent conscience non seulement de la proximité de cette guerre, mais de son caractère existentiel, car ça concerne notre avenir. Par exemple, c'est notre investissement dans la sécurité de demain. Bien sûr. Donc, et ça, je ne sais pas comment faire parce que ça fait déjà 3 ans et demi que ça dure et il faut s'attaquer à la flotte fantôme, comme disait le général, et
évidemment, en premier lieu, c'est pas les sanctions économiques, c'est pas les droits de douane de l'Inde, de la Chine même, parce que la Russie a déjà appris à contourner ces sanctions. Je vous fais écouter Donald Trump, tenez, qui lui-même, c'est curieux pour le président américain, on a l'impression qu'il y croit qu'à moitié. Que se passera-t-il vendredi? La date limite arrive et la Russie n'a pas accepté un cessez-le-feu? Il y aura des sanctions, mais il semble être assez doué pour éviter les sanctions. Vous savez, ce sont des personnages rusés, ils sont plutôt doués pour ça. Nous verrons donc ce qui se passera. Y a-t-il quelque chose que les Russes puissent faire pour éviter les sanctions à ce stade? Oui, il faut conclure un accord lorsque les gens cesseront d'être tués. Les chiffres qui viennent d'être publiés indiquent qu'un nombre considérable de soldats russes sont tués. De même, en Ukraine, le nombre est moins élevé, mais des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Et maintenant, nous ajoutons des villes touchées par des missiles. Il y a donc beaucoup de gens qui sont tués dans cette guerre ridicule. Est-ce que vous le croyez, Trump, quand il dit « je supporte plus le nombre de tués », etc. On dit il peut avoir tous les défauts du monde, mais c'est un pacifiste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas la guerre, ne serait-ce d'ailleurs que pour des raisons économiques. C'est que quand vous avez la guerre, le commerce s'arrête. Non, je pense qu'il est vraiment sensible au fait qu'il y ait des hommes et des femmes et des enfants qui se font tuer tous les jours. Je pense qu'aussi ce qui se passe à Gaza l'interpelle de la même manière. Et Meliana lui a rappelé, lorsque il sortait d'une réunion, enfin d'une conversation téléphonique avec le président Poutine, en lui disant c'est bien ton copain Poutine, mais regarde ce qu'il vient de balancer sur l'Ukraine. Et donc je pense qu'il y est effectivement sensible, mais lui il veut que ça s'arrête tout simplement, et il veut trouver un accord de paix. Mais il y a une troisième chose que le président Trump pourrait utiliser, et ça il n'en parle pas malheureusement, parce que lui c'est pas forcément le succès de l'Ukraine qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est que la guerre s'arrête, qu'on puisse refaire des affaires. Or, notamment avec la Russie. Hein. Mais exactement. Et le troisième outil qu'il pourrait utiliser, c'est l'armement, tout simplement, parce qu'il pourrait armer et autoriser les Ukrainiens à utiliser notamment des armes peut-être plus sophistiquées, de tirer de la profondeur. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais sauf que son électorat l'a élu pour qu'il arrête les guerres lointaines et qui n'intéressent pas les États-Unis, selon son électorat. Hein. C'est vrai. Envoyer les boys aussi loin ou les armes, c'est pas l'électorat de Trump, ça. C'est vrai, c'est la problématique aussi de Trump, mais enfin ça l'a pas empêché de bombarder l'Iran avec les B-2. Hein. Alors, vous avez entendu Medvedev il y a 2 jours brandir le pire du pire. Côté américain, on en a un autre, il s'appelle Matthew Whitaker, c'est le représentant américain à l'OTAN, et écoutez ce qu'il dit de Poutine. Il est impossible de pénétrer dans l'esprit de Vladimir Poutine parce qu'il est malade et tordu et probablement pas logique. Mais je suppose qu'il ne veut pas affronter l'armée la plus puissante du monde, à savoir les États-Unis d'Amérique. C'est pas franchement ce qu'il faut dire pour préparer des négociations au Kremlin, non? Poutine est malade et tordu. Mais il dit des choses en tout cas. Hein, et si vous me demandez de décrire Poutine en quelques mots-clés, mon portrait, je pourrais le faire pour continuer un tout petit peu, abonder dans le sens de ce représentant des États-Unis. Parce que quand même, j'avais vécu à l'intérieur ce système soviético-russe. Je connais un tout petit peu la psyché, la mentalité, etc. Moi, je dirais que c'est un mix de l'homo soviéticus, c'est-à-dire un homme soviétique qui est marqué par cette époque soviétique. Et de l'autre côté, c'est un héritier de l'époque des tsars, qui est marqué par cet esprit nationaliste, impérialiste. Donc c'est un mélange de deux qui débouche sur un esprit extrêmement acharné, enfin je dirais plutôt d'abord obtus. Ensuite, je dirais que c'est quelqu'un qui est obsédé aujourd'hui, acharné finalement par sa propre survie. C'est-à-dire, pour lui, la guerre, c'est la solution de survie. Il ne peut pas arrêter la guerre. Donc, c'est-à-dire, elle a lancé sa guerre à lui. Mais il a peur d'être renversé. Il a peur. Finalement, la guerre est devenue la raison d'être et le moteur du fonctionnement de la Russie. Donc, c'est pour ça qu'il se nourrit de cette guerre, comme, permettez-moi cette comparaison, l'ogre se nourrit du sang. Donc, c'est-à-dire l'économie russe, toute la société russe, la
la rhétorique belliqueuse, guerrière, a infusé tous les pores de la société russe. Des écoliers qui, déjà en CM1, CM2, commencent à construire des drones, jusqu'aux mères de soldats qui remercient Poutine d'avoir tué leur propre fils. La militarisation des consciences en Russie est terrible. Et ça prendra des décennies, au mieux d'ailleurs, pour sortir de cette situation. Ah oui. C'est-à-dire, la guerre est devenue le meilleur allié de Poutine. Donc, esprit obstiné, esprit obtus, qui se nourrit de la guerre.